Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Existe-t-il des obsessions identitaires ? Pour en parler ce matin, Régis Méran est avec nous. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, coordinateur scientifique de la plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme et auteur de Obsessions identitaires aux éditions textuelles. Oui, alors déjà, peut-être, Régis Méran, il faut revenir sur ce qu'est un peu ce concept d'identité, que vous définissez d'ailleurs dans votre livre, avant d'aller en fait beaucoup plus loin sur ces obsessions identitaires dans nos sociétés. Oui, l'identité, en fait, ça concerne absolument tout le monde, puisque tout le monde a une identité qui est multiple, c'est-à-dire qu'on a des appartenances diverses qui sont liées à notre histoire familiale, à notre appartenance nationale. Au fait, on a aussi des appartenances internationales. On a toujours plus ou moins des gens issus de l'immigration qui sont inscrits dans votre histoire familiale. Et donc, c'est quelque chose de mouvant, de complexe, puis vous avez, je sais pas moi, si vous faites du sport, si vous avez différentes attaches culturelles, régionales, voilà, vous avez plusieurs dimensions dans l'appartenance identitaire, disons. Mais disons ce dont je parle dans ce livre, c'est que l'identité, en fait, ça peut devenir parfois une question ou un problème, même une tension, quoi. Ouais. Dans certains cas, sur des sujets qui s'opposent. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes issu de l'immigration postcoloniale et que vous subissez des discriminations, vous serez tiraillé entre une appartenance liée à cette histoire coloniale et l'appartenance nationale. Donc ça fait une tension, et c'est là que la question de l'identité va se poser. Oui. Alors et là vous parlez d'une identité fermée notamment, quoi. Dans un cas, il y a une identité fermée, ouverte. Une identité ouverte, émancipatrice. Voilà. C'est-à-dire que évidemment, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais disons qu'il y a plusieurs façons de défendre, d'affirmer son identité. Soit vous l'affirmez de façon ouverte, c'est-à-dire dans un dialogue avec les autres, en fait, et donc dans une acceptation de la différence. Et du débat. Et dans une dimension, mettons, universaliste, ou alors au contraire, vous êtes dans une identité fermée, et dans ce cas-là, vous voyez les autres comme des ennemis. Et ça, voilà, ça existe aussi. Et le problème, c'est que c'est cette identité fermée qu'on voit de plus en plus dans les médias, dans la politique. Et donc, moi, je trouve ça inquiétant. Ce qui était l'inverse, en fait, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, quoi, non ? Oui, absolument. Il y avait une ouverture, en fait, totale. Et peut-être que, justement, ça a fragilisé, vous le dites aussi, certaines catégories de population, quoi, qui sont senties elles-mêmes menacées, finalement, en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire que les discriminations existaient déjà et le racisme existait évidemment déjà il y a 40 ans. Mais est-ce que c'était pas plus des identités de classe plutôt que d'identité de civilisation ? Disons que c'était la dimension de classe qui était plus mise en avant, parce que au XXe siècle, on était dans une vision comme ça du conflit qui était porté par des syndicats, par exemple, qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est les gilets jaunes, c'est des choses qui sont, par exemple, pour ce qui est du conflit, on est beaucoup moins dans le conflit institutionnalisé, c'est-à-dire inscrit dans des syndicats, dans la politique, etc. Donc ça a évolué, et en même temps, effectivement, la question des identités apparaît alors qu'elle n'existait pas en France, alors que, par exemple, aux États-Unis, elle a existé tout au long du XXe siècle. Oui, parce qu'il y a eu une autre construction, en fait, aussi de l'histoire, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, absolument. C'est-à-dire que, les États-Unis, il y a eu une ségrégation raciale très très forte. Il y a eu des lois très discriminantes, très racistes, qui ont duré jusqu'à l'abrogation de ces lois dans les années 60, mais le racisme a perduré de manière différente. En France, on n'a pas la même histoire. On a une histoire liée à l'empire colonial, en fait, qui a laissé des traces malgré tout. Mais effectivement, on peut pas tout à fait comparer au cas américain. Malgré tout, il y a des blessures, il y a des choses qui ont trait justement à cette question d'identité, qui fait que ça émerge aujourd'hui. En fait. L'identité, est-ce qu'elle doit être liée aussi à une nation ?
parce que évidemment c'est ce qui est souvent mis en évidence, quoi. D'ailleurs, Jean Daniel, par exemple, dans son livre posthume, en fait, où il dit il faut réconcilier les Français, le livre posthume qui est assez formidable, hein, parce qu'il balaye un siècle, dit justement que quand même ce qui fait bloc dans un pays, ça doit être une nation. Et derrière, c'est l'identité, non ? Alors, ça, c'est le problème, c'est qu'il y a aussi une dimension politique et même mythologique en fait dans l'identité. C'est-à-dire que pour ce qui fait bloc dans une nation, vous n'êtes pas obligé pour autant de tomber dans un mythe identitaire qui soit fermé. En fait, vous pouvez avoir une conception de l'appartenance nationale sans pour autant monter les citoyens les uns comme les autres contre les autres. Et le problème, c'est que les mythes identitaires nationaux, souvent, les historiens le disent d'ailleurs, hein, ils risquent souvent de déraper dans une vision comme ça très conflictuelle en fait, avec des ennemis, avec des gens qu'il faut détester, avec du racisme. On s'identifie parfois à la nationalité, à son statut social, comme le disait Cécile tout à l'heure, à sa couleur de peau, sa façon aussi de vivre. On en vient même, vous avez entendu depuis 2-3 jours dans l'actualité, ces déclarations de Fabien Roussel qui se dit attaché à la gastronomie française. Alors il a parlé du vin, il a parlé de la viande, il a parlé du fromage, et alors là, il y a eu un déferlement, il y a eu des soutiens d'un côté, et puis des critiques de l'autre, et c'est lié finalement à une forme d'identité, cela, non ? C'est-à-dire que, moi je pense aussi... Est-ce qu'il prône une identité derrière ça, à travers cette déclaration ? Oui, quelque part, c'est ce qui est problématique à mon avis. C'est-à-dire que quand il dit, rien de... Enfin, je sais plus la phrase, rien ne vaut un bon steak, il pense à un type entre guillemets d'identité particulier, mais enfin tous les Français n'ont pas le même type d'alimentation, on le sait bien. Sandrine Rousseau a répliqué en disant que c'est le couscous qui est le plat préféré des Français. Par exemple, on pourrait dire ça. Donc c'est un peu provocateur de sa part. Mais je pense aussi qu'on se formalise quand même beaucoup trop sur des petites phrases comme ça. Mais c'est le jeu de la politique. Hein, mais on va piocher comme ça une phrase. Effectivement, c'est pas très. Ça me paraît assez fermé, justement, comme définition d'identité, mais bon, on va pas en faire un fromage. Allez, pas en faire un fromage. C'est bonne réplique. On va poursuivre avec vous. Obsession identitaire. Quelles sont les obsessions donc identitaires au sein de la société française aujourd'hui ? On en parle beaucoup parce que c'est vrai dans les débats, et il y a une tendance à aller beaucoup plus sur des idées de droite et d'extrême droite, bien sûr, mais c'est rejoint de l'autre côté par d'autres extrêmes. Vous voulez réagir ? Régis Méran est avec nous pendant encore quelques minutes sur Sud Radio. Il est 9h28. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h30, la suite des grands débats avec les obsessions identitaires qui agitent notre société. Régis Méran est avec nous, avec ce livre, Obsessions identitaires aux éditions textuelles. Moi, j'avais une question à vous poser. Parmi tous ces groupuscules, aujourd'hui, que l'on voit, en tout cas, ces communautés, les féministes, les LGBT, enfin j'en passe et des meilleurs, comment avoir une identité universelle ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Moi, je pense, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que les médias qui trop souvent se fonctionnent sur la logique du buzz et du clash vont identifier des petits éléments qui sont les plus, justement dans une dimension d'identité fermée, donc les plus conflictuels, mais ça laisse de côté en fait toute une partie de gens qui tout en défendant des droits particuliers, les droits des femmes, les droits des homos, les droits des minorités, en fait, sont tout à fait compatibles avec l'universalisme. Sauf que, évidemment, très souvent, on va voir quelques personnes comme ça qui sont très conflictuelles et qui, en fait, peuvent tomber dans des formes de violence ou de haine. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont souvent refermés sur eux-mêmes ? Oui, mais moi je pense aussi que on a tendance à les diaboliser en fait. Et donc il y a c'est aussi le jeu médiatique qui a tendance à construire comme ça des clashs et des affrontements. Et je pense qu'il faut un débat contradictoire, ça c'est tout à fait souhaitable, mais il faut pas un débat haineux, il faut pas d'affrontement violent, quoi.
Et donc c'est ce qui fait qu'on va opposer, voilà, très souvent, on va avoir soit un discours très identitaire, très à droite, ou alors des petits, des gens issus de la gauche, mais enfin, oui, issus de la gauche, oui, bien sûr, il y en a certains. Par exemple, on sait, il y en a beaucoup à droite qui se sont inspirés de travaux de gens de la gauche. Christophe Julie, par exemple, le géographe, qui est quand même qui vient de la gauche. Alors, Christophe je ne sais pas où il lui, est. Michel Onfray, c'est un peu la même chose, quoi. Ah oui, absolument. Bah, ça, on peut dire ça. Christophe Guilluy, moi, ce que je lui reproche, c'est de simplifier énormément sa vision de la France et de la France périphérique. Tous les géographes spécialistes l'ont critiqué en disant que ça tenait pas la route, parce que parce qu'en certains disent oui, enfin quand même. Parce que les banlieues sont très variées selon l'endroit. En fait, le périphérique, c'est pas unifié. Et le problème, c'est qu'il va justifier... Il y a des îles un petit peu aussi. Un peu, ça c'est plus ce qu'a écrit Jérôme Fourquet, en fait, dans son livre. Par exemple. Effectivement, Guilluy va influencer autant séduire autant la droite que l'extrême droite que la gauche. Alors Michel Onfray, lui, il est effectivement venu au départ, dit-il, de la pensée anarchiste, mais en fait de plus en plus proche de l'extrême droite. Ah ben non, mais lui, il dit, moi je suis encore résolument de gauche. Oui, comment il peut le dire. Mais il peut le dire, ne pas être d'accord avec lui aussi. Oui, enfin c'est difficile d'être dans sa tête quand même, quoi, même si on analyse ses discours, quoi. Absolument. Non, mais il a le droit de penser ce qu'il veut, mais on a aussi le droit de ne pas être d'accord avec lui, et parce que justement, il est dans une vision identitaire fermée. En gros, ce sont des gens qui vont prendre, je caricature, qui vont prendre la défense des petits blancs. Mais enfin, quand vous commencez à dire il faut défendre les petits blancs, vous êtes justement dans cette vision fermée qui oppose alors les blancs aux noirs, aux arabes. Enfin, il faut pas. Il faut que tout le monde vive ensemble, quoi. Oui, c'est vrai, Régis. Mais ça, c'est difficile, le fameux vivre ensemble, quoi. C'est ce qu'on apprend en fait dans notre société. C'est pour ça qu'il y a probablement ces tensions identitaires dans notre société, comme dans d'autres d'ailleurs. Hein. Absolument, mais il y en a toujours, effectivement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est instrumentalisé par les politiques et avec, disons que cette évolution à la fois des médias qui courent après le buzz, c'est un truc systémique en fait. Hein. C'est pas, j'accuse pas tel ou tel journaliste. Oui, sortir la petite phrase qui fera que. Voilà, et parce que en fait, les médias sont aussi concurrencés par Internet, et Internet, les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu d'affrontement. C'est encore pire. Mais c'est encore pire, absolument. Mais est-ce que l'éducation doit jouer un rôle très important? Est-ce que l'identité, justement, ne se joue pas déjà à la maison, d'une ouverture? Bien sûr, c'est à la fois à la maison et, comme vous dites, à l'école. Je pense que l'école qui est maltraitée, à mon avis, en ce moment par notamment le ministre actuel, on voit comment les profs sont pas contents. Je pense qu'il y a une raison, c'est on manque de profs, ils sont pas bien payés, ils ont des classes, voilà. Enfin, bref, c'est un métier quand même difficile. Prof, c'est épuisant. Hein. On dit toujours que c'est des feignants, mais c'est quand même pas facile en réalité. Et les gens de plus en plus difficile, probablement. Et je pense, en effet, parce que c'était beaucoup plus tranquille il y a 30-40 ans, à mon avis. Donc, voilà, donc l'éducation, c'est central, et aujourd'hui, c'est concurrencé, effectivement, par d'autres choses, par les médias, par même l'espace public, qui devient de plus en plus conflictuel, en fait. Y compris quand le président de la République utilise des termes comme emmerder, alors qu'on apprend aux enfants à ne pas dire ce genre de gros mots pendant des années, et là, c'est le président de la République lui-même qui le dit, quoi. Absolument, mais d'ailleurs, il joue aussi sur parfois sur cette question identitaire, justement, et ses ministres, que ça soit Monsieur Blanquer, Madame Vidal, avec la polémique qu'il y a eu sur les islamo-gauchistes pour tomber, dans les universités, pour tomber comme ça à bras raccourcis sur les universitaires. Voilà. Frédérique Vidal, qui était notre invité ce matin à Politique à 8h15, a redit que d'ailleurs sur cette phrase, l'islamo-gauchisme, etc., et le wokisme aujourd'hui dans les universités, qu'un mouvement qui existe, bien sûr, qui nous vient quand même des États-Unis, même s'il est parti de France précédemment avec des philosophes il y a une 50aine d'années. Elle dit que certains veulent empêcher le débat dans les universités. Oui, et ça, c'est-à-dire qu'il y a un clivage, c'est-à-dire que les gens du woke, l'éveil, la parole en fait aux discriminés, aux minorités, eux ne veulent plus parler avec les autres, quoi. C'est une identité fermée, ça aussi, en quelque sorte, non ?
Le problème, c'est que pour vous répondre, c'est que je pense que Madame Vidal ne connaît pas bien ce dossier-là. Pourquoi ? Parce qu'elle vient des sciences dures et elle ne connaît pas du tout le milieu des sciences sociales, qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire la sociologie, la science politique, l'anthropologie, l'histoire sont sur un fonctionnement qui est complètement différent de la biologie, de la physique, etc. Donc il y a une façon de caricaturer comme ça les gens. Il y a effectivement des débordements. C'est d'ailleurs beaucoup plus souvent le fait parfois des étudiants, mais pas toujours, que des professeurs eux-mêmes. Mais il peut y avoir des professeurs qui sont radicaux dans leur pensée, quoi. Alors absolument, il y a des formes de radicalisme, mais après tout, en principe, l'université doit permettre la coexistence des opinions différentes. Le problème, c'est de les accuser. C'est allé quand même assez loin, parce que M. Blanquer a accusé les profs, ou une grande partie des profs, d'être complices du terrorisme, quelque part. C'est quand même scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est pas acceptable. Donc là, il y a vraiment une méconnaissance. Il faut quand même se pencher un peu sur la réalité de ce qu'est le monde universitaire. Il y a pas de djihadistes au sein de l'université. Enfin, faut arrêter quand même. Ce sont des gens sérieux. Non, mais il y a des courants qui peuvent être dangereux, peut-être, non, s'ils ne sont pas un peu canalisés ou pas. Régis Méran, vous qui êtes à l'université, qui connaissez parfaitement, et puis vous travaillez sur votre plateforme, quoi. C'est ça. Avec Michel Viviorca, on travaille on réfléchit à ça, mais on n'est pas les seuls, il y en a d'autres. C'est-à-dire que c'est dans le milieu militant, vous avez parfois des réactions un petit peu extrêmes, mais à l'université, moi je crois pas. Alors il y a des conjonctions parfois entre le militantisme et l'université, c'est vrai. Mais il faut arrêter. Les universitaires ne sont enfin, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent être. Le problème, c'est que de toute façon, toutes ces disciplines, on peut pas être jamais complètement neutre. C'est-à-dire que c'est en rapport avec les questions politiques et de société. Donc vous avez des gens qui ont toutes les opinions, et des fois ils sont pas d'accord. Il y a quelques jours, on a reçu le cofondateur d'un colloque à la Sorbonne. Vous savez, la Sorbonne, reconstruire après la déconstruction, qui prônait justement l'ouverture pour discuter entre forcément deux identités ou deux communautés qui s'opposaient, qui a fait largement polémique. Est-ce que finalement, ce type de colloque est intéressant justement pour ouvrir ce débat ? Alors vous parlez du colloque contre les woke qui a eu lieu le week-end dernier. Le week-end dernier, samedi et dimanche. Non, hélas, ce colloque n'est pas du tout utile au dialogue, parce que c'est une forme de macartisme. Ça a été souligné par je ne sais pas combien d'intellectuels qui ont fait des tribunes, et ils sont très nombreux à le dire. D'autres qui ont dit l'inverse, qui disaient que justement... Oui, mais ils sont moins nombreux en réalité. Enfin, c'est-à-dire que le problème, c'est que ce sont des gens qui font des listes et qui vont dire telle ou telle personne, il faut faire des sanctions contre eux. Si vous commencez à faire des listes et à dire que c'est la fin, parce qu'il y a eu des mots quand même très très graves dans ce colloque. J'ai suivi les tweets de quelqu'un qui y assistait, qui dit des personnes disaient c'est la fin de l'humanité, avec les woke, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de l'humanité. Mais il faut quand même garder un peu mesure. Il y a peut-être des gens qui sont remontés, qui sont énervés, mais c'est pas la fin de l'humanité. Je veux dire, c'est pas, ça me semble complètement excessif et dangereux en fait. Il y a des excès dans les deux cas, quoi, un petit peu, quoi, dans ces fameuses obsessions identitaires, quoi. Alors effectivement, il y a des excès dans les deux cas. Cela dit, moi je crois quand même qu'il y a beaucoup d'excès du côté de personnes comme dans ce colloque qui sont quand même très conservateurs, ultra conservateurs, et qui en viennent à tellement détester ceux qu'ils voient comme des ennemis qu'ils veulent les interdire. Ils disent qu'on les laisse pas parler, etc. Ce qui est en réalité pas vrai. Enfin, il y a quelques cas qui posent problème, comme à Grenoble, à Sciences Po Grenoble, mais c'est très compliqué, donc ça je peux pas développer là. Mais mais on peut pas nier que ça existe. Oui. C'est-à-dire que ça, il peut y avoir, mais il y a toujours eu en fait des tensions dans la société, à l'université. Si vous comparez à mai 68, c'était bien pire en fait. C'est là aussi, il faut quand même un peu relativiser. Franchement, il n'y a pas de quoi non plus. À mon avis, il n'y a rien de très grave pour l'instant. On n'est pas, je sais pas, moi, il n'y a pas de.
il n'y a pas de violence extrême, il n'y a pas de... Non mais parfois la violence de la pensée après ne s'exprime pas immédiatement et donc ça peut être c'est souvent de là que viennent en fait les grands conflits quoi, peut, mais disons qu'il y a une façon de caricaturer les propos des féministes qui sont supposés, alors moi, on lit comme ça par exemple Rachel Kahn avait écrit dans une tribune, les féministes je cite les féministes se réjouissent, certaines féministes se réjouissent de l'arrivée au pouvoir des talibans. Enfin, c'est délirant. Moi, je la mets au défi et je vous mets au défi, enfin, à quiconque d'ailleurs. C'était un raccourci, quoi. Oui, mais c'est un raccourci dangereux parce que vous imaginez bien que les féministes vont surtout pas défendre les talibans qui sont les plus anti-féministes. Non, mais c'est parce que quand il y avait eu les déclarations de Sandrine Rousseau, qui étaient un peu controversées. Absolument. Non, bien sûr, c'était à la suite de ça. Je suis d'accord avec vous. Il y a des fois des gens qui disent des bêtises hallucinantes. Enfin, il faut quand même pas non plus exagérer. Quoi. Bon, merci beaucoup Régis Méran, les obsessions identitaires aux éditions textuelles, et c'est le débat, et je pense qu'on y reviendra beaucoup on y reviendra beaucoup évidemment pendant la présidentielle, parce que ça fait partie des thèmes, comme ça avait déjà été le cas, on se souvient aussi à l'époque de Nicolas Sarkozy, puisqu'il y avait eu un ministère quand même de l'identité en fait à l'époque.